Bonjour à vous, merci beaucoup. Voilà, Jean-Louis a tout dit. Je tenais d'abord et avant tout à vous remercier et surtout remercier toute l'équipe du LIT Ouest-RL pour cette invitation qui m'honore. J'ai pu donc me rendre compte des grands travaux, enfin de l'énorme avancée depuis le démarrage du LIT et j'en suis vraiment très, très satisfait. Et ça donne vraiment de bonnes illustrations, d'excellentes illustrations sur la façon d'avancer tous ensemble. On a parlé beaucoup de co-construction. C'est pas c'est souvent un terme galvaudé, mais je trouve que dans ces conditions-là, c'est vraiment un magnifique exemple. Je tenais également à vous rassurer que nous allons nous rapprocher des animaux qui vous intéressent le plus. Je risque de vous frustrer parce que par un certain nombre d'exemples, je parlerai plutôt d'espèces qui sont qui vous concernent pas dans le LIT. Je parlerai plutôt à partir d'illustrations sur les petits ruminants. C'est déjà une avancée. Et puis la prochaine intervention de Céline Talley sera, elle, sur le porc notamment. Donc je pense que vous trouverez toute votre satisfaction. Voilà. Je tiens aussi à préciser que par rapport à la commande qui était faite, je vais me porter plus sur le point de vue des animaux. Donc, ça ne veut pas dire que dans mes propos et dans la réflexion que l'on mène dans le cadre du Centre national de référence pour le bien-être animal, que nous n'avons pas en tête l'importance effectivement de l'autre acteur principal, l'éleveur, ou plus généralement des différents intervenants auprès des animaux, vétérinaires compris, techniciens, ont un rôle énorme. Mais donc, en l'occurrence, ici, c'est plutôt porter l'attention sur la recherche de preuves de concept sur l'existence d'une certaine forme, une certaine nature de sensibilité chez les animaux de ferme. Le sous-titre, c'est « Quelles émotions pour quel bien-être ?» C'est comprendre en fait le passage entre une émotion, donc quelque chose, une réaction émotionnelle très brève, et le bien-être ou le mal-être, donc plutôt un état mental plutôt persistant. Alors, voilà. Donc quelques éléments de contexte réglementaire juste pour vous rappeler et repréciser la problématique en fait qui faisait que d'un point de vue recherche et de recherche de preuves de concept, il était important de se focaliser sur la compréhension de la notion de sensibilité animale, en rappelant l'article 13 du traité pour le fonctionnement de l'Union européenne, donc signé à Lisbonne en 2007, où on introduit dans le traité donc que les animaux sont des êtres sensibles. Et il faut savoir que la réglementation européenne est une des plus fortes sur la protection animale, puisqu'on a 5 directives et 2 régulations qui ont été développées dans le cadre de la protection des animaux. Et puis, dernièrement, donc, un constat de la Commission, notamment dans un texte qui vient de sortir récemment, considère que la réglementation n'est plus en phase avec les connaissances scientifiques sur la sensibilité animale et les attentes sociales, ou les attentes sociétales pour ne pas confondre avec l'approche sociale sur les animaux. Au niveau français, donc, on n'a pas attendu la Commission européenne, puisque dès le 10 juillet 1976, donc l'article L214 qui précisait que tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc ça, c'était l'introduction dans le Code rural. Et en 2015, l'introduction, cette fois-ci, dans le Code civil, avec donc un objectif d'harmoniser les codes ruraux
code pénal et le code civil, où il y a l'introduction de cet article 515-14 qui a fait beaucoup parler. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc là, ça pose vraiment et tout en sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens, donc qui explique le fait que les animaux soient laissés à juste titre dans le livre 2 du Code civil. Bon, mais on a parlé beaucoup de sensibilité. Les juristes, on voit bien, se sont bien gardés de définir le terme de sensibilité. Et les rapports que la société entretient avec les animaux se résument plutôt aux relations qu'on développe avec plutôt les animaux de compagnie. Donc, ce qui explique en fait cette confusion. Romain a parlé de schizophrénie aussi tout à l'heure par rapport effectivement à une certaine personnification des animaux. Et donc cette confusion au niveau de la façon dont on peut appréhender et prendre en compte la sensibilité animale. Alors, de quelle sensibilité parle-t-on ? Il suffit de préciser dès le départ que, en fait, le terme sensibilité a deux dimensions. Une qui est strictement sensorielle et l'autre qui est en rapport avec le contenu psychique. Alors, strictement sensoriel, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il peut éprouver des sensations, tout simplement. Et puis là, j'ai rapporté la citation de Claude Bernard, vous voyez, ce qui remonte. Hein. Les êtres vivants sont tous sensibles, les animaux, y compris aussi les végétaux. La dimension qui est en rapport avec le contenu psychique, c'est-à-dire en fait la sensibilité émotionnelle, hein, qui peut ressentir des émotions, en anglais sentience. Et là, j'ai pris la référence de Raphaël Larère qui définit la sensibilité en fait comme étant la capacité à ressentir des états mentaux comme la douleur, le plaisir, la souffrance et la satisfaction qui soient communes aux hommes et aux autres animaux. Alors, il faut souligner que la première expertise scientifique collective menée à l'INRA, qui portait sur les animaux, s'est intéressée très tôt, donc sur la question de sensibilité, même si le terme n'apparaissait pas en tant que tel, au travers notamment de la prise en compte des douleurs animales. Et en fait, cette expertise collective, sortie en 2009, a permis de définir la règle des 3 S, en copiant en quelque sorte la règle des 3 R en expérimentation animale, où il s'agissait pour une meilleure gestion de la douleur des animaux, donc avant tout de chercher à supprimer la source de douleur, si ce n'était pas possible, de substituer avec des pratiques moins douloureuses. Et si n'est toujours pas de substitution ne sont pas possibles, donc chercher à soulager la douleur inévitable. Donc c'était la première approche collective intégrant le questionnement sur la sensibilité donc de la douleur, pas simplement physique, mais se poser un certain nombre de questions sur la composante émotionnelle. Et la deuxième expertise collective, toujours sur les animaux, s'est focalisée, elle, donc pour une poursuite en fait de la première expertise, sur la notion de conscience, la conscience chez les animaux. Alors, cette expertise a permis de définir ce qui était entendu par conscience, la nature de conscience. Hein, je ne parle pas de la perte de conscience, notamment dans la procédure d'abattage, mais la nature de conscience comme étant l'expérience subjective que l'individu a de son environnement, de son propre corps, et de ses propres connaissances. Et que cette notion de conscience, et il faut le voir, étant comme une propriété psychique fondamentale pour l'ensemble des animaux. Et c'était vraiment cette nature de conscience qui est au cœur même des capacités émotionnelles et d'adaptation de l'individu à son environnement. Sans conscience, donc il n'y a pas prise d'information sur le retour, son impact sur l'environnement et sur l'impact de l'environnement sur lui-même. Et on comprend bien que cette conscience va conditionner la façon dont l'animal va ressentir la situation et donc son bien-être.
Et c'est dans cette optique-là que je voudrais aborder la question des émotions, avant toute chose. De quoi parle-t-on dans ce cas-là? Tout simplement, donc la première chose, c'est de définir le terme. Hein. Une émotion, c'est une réaction affective intense, fugace, en réponse à un événement. Donc, un facteur déclenchant et une réponse affective, rapide. Donc, un certain nombre de ces approches se sont inspirées des travaux qui ont été développés en psychologie humaine pour donc s'interroger aussi sur le ressenti des animaux. Alors, classiquement, on définit une émotion par trois composantes. Deux composantes expressives, qui sont la réaction comportementale, qui a pour objectif de diminuer l'aspect sollicitant, et puis toutes les activations physiologiques, neurobiologiques, qui sont là pour accompagner aussi l'action comportementale de l'individu à l'égard de l'événement déclencheur. Et puis la troisième composante, donc appelée l'expérience émotionnelle, c'est l'expérience subjective proprement dite. Voilà les trois composantes, et vous comprenez d'un point de vue psychologique que cette expérience émotionnelle d'un individu ne peut être qu'inférée à partir des réactions comportementales et physiologiques chez l'homme. Donc, comme Alain Prochiant en a parlé, le langage verbal va permettre plus facilement d'accéder au ressenti de l'individu humain. Sauf que on sera toujours dans l'inférence. Hein. On n'aura pas de mesure directe, contrairement à ce que l'on peut dire par rapport aux autres animaux. Et puis, quand on a commencé à s'intéresser à ces questions de sensibilité d'émotion, pour se rassurer, on a eu tendance à avoir vraiment une approche par homologie, pour dire qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. Et voilà, on a un certain nombre d'arguments qui viennent nous conforter, puisque on a une homologie dans les réponses comportementales, par exemple de la fuite, ou au contraire du plaisir. On retrouve des comportements, j'aurais pu passer un certain nombre d'illustrations, mais c'était pas le propos, des réponses physiologiques, des structures cérébrales. Alain Prochiant nous en a parlé, donc une certaine homologie de certains noyaux centraux, et puis aussi donc une homologie dans la fonction des structures cérébrales impliquées dans les questions donc d'états mentaux et d'affectifs. Donc on avait un faisceau de convergence en faveur de l'existence des émotions chez les animaux non humains, au moins chez les mammifères, les oiseaux et les poissons, comme dans la réponse à une des questions précédentes d'Alain Prochiant. Et effectivement, l'absence de langage verbal des animaux non humains va rendre d'autant plus difficile l'accès par la simple mesure de la réaction comportementale ou physiologique, et ce qui est nécessité donc de développer un certain nombre d'approches scientifiques pour, Romain en a parlé tout à l'heure dans l'approche du LIT, mais pour vraiment élaborer des preuves de concept et donc que ce soit un concept et que ce soit une prise en compte de la dimension qui ne soit pas simplement une réponse à une demande sociétale, mais qu'une question scientifique qui doit être confirmée. Alors, les propos donc vont être rapidement présentés en trois parties, montrant l'importance donc des compétences cognitives dans le déclenchement des émotions et dans le passage des émotions à des états mentaux plus persistants comme des états de bien-être. Donc ça sera le premier point, je l'ai intitulé de la cognition dans les émotions. La deuxième partie, c'est plutôt des émotions dans la cognition. Et puis une troisième partie qui ouvrira en quelque sorte sur l'intérêt des expériences émotionnelles positives dans une vision de développement d'une qualité de vie pour les animaux qui nous intéressent. Alors l'homologie entre
Donc, pardon, je suis parti dans l'autre sens. Les processus cognitifs à l'origine des émotions, si on reprend un peu ce qui a été développé en humain, les trois composantes, et en s'inspirant donc des travaux développés par des psychologues de la cognition animale. Donc une quatrième composante qui consiste à dire que les émotions ne sont pas des réponses réflexes, même si elles sont très rapides, mais elles vont dépendre de la manière dont l'individu, ici notre veau par exemple, va évaluer la situation, d'où cette dimension cognitive, évaluer cette dimension selon, ce qui est intéressant, les psychologues l'ont montré, un nombre très limité de critères élémentaires qu'il était donc respectable d'imaginer exister chez d'autres espèces animales. J'ai listé ici, donc, de manière quasi automatique, l'individu va caractériser le milieu dans lequel il est selon sa soudaineté, la familiarité ou non, le fait de pouvoir prévoir que ce soit une situation basée sur le caractère agréable ou non, et de pouvoir éventuellement avoir une action, un contrôle sur la situation. Alors, une illustration sur la prévisibilité, ici pour vous montrer, appliquée à des agneaux, utilisée à des fins expérimentales. On habitue les animaux à recevoir du concentré en petite taille de manière intermittente, et en fait, on va créer un effet de surprise basé sur la présentation d'un panneau damier, ici, bleu et blanc, pour surprendre l'animal. Mais cet effet de présentation, soit est aléatoire, soit, en fait, elle est signalée par une petite diode qui s'allume 5 secondes avant l'événement soudain. Ce qu'on voit ici, c'est, si on regarde le profil de réaction de l'animal à la soudaineté, donc généralement sur le sursaut et au niveau physiologique, l'accélération de la fréquence cardiaque, la tachycardie. Oh, je vois qu'il s'engage lui-même. La possibilité pour l'animal de prévoir l'événement soudain fait que sa réponse aux réactions émotionnelles négatives, sa réponse à l'événement est atténuée grâce à cette capacité d'anticiper l'événement. Donc, vous voyez, on est loin d'une notion de réflexe, même si c'est quelque chose qui est très rapide. Je vais passer celui-là, mais un deuxième exemple sur la possibilité de contrôler. Ici, nos agneaux ont été testés par deux. Un a appris, par un conditionnement opérant, à passer sa tête dans une lucarne pour déclencher une distribution d'aliments. Donc c'est le petit agneau qui est en vert, représenté en vert. Et en même temps qu'il déclenche pour lui la distribution, eh bien il la déclenche aussi pour son homologue, lequel, lui, reçoit la même quantité d'aliments au même moment, mais par contre n'a aucun moyen pour agir sur ce déclenchement. Donc on pourrait dire, c'est une situation somme toute où l'animal reçoit de l'aliment, donc tout va bien. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le fait de ne pas pouvoir opérer, donc quand il le veut, sur la distribution alimentaire, c'est les scores qui sont donc en rouge. On voit que les animaux expriment des réponses physiologiques et comportementales qui montrent qu'il a une certaine, je dirais, perturbation, un ressenti négatif de la situation, alors que finalement, l'événement sur lequel on pourrait s'intéresser est un événement positif, c'est une distribution alimentaire. Donc le fait de pouvoir contrôler, ou ici de ne pas pouvoir contrôler, est un facteur qui va contribuer à la façon dont l'animal va ressentir la situation. Et si on reprend notre petit schéma, et on a donc démontré pour tous ces critères, donc une efficacité, une prise en compte par les animaux de ces critères, et donc sur la base de ce qui a été démontré chez l'homme, on a pu donc définir un certain nombre d'expressions qui sont en accord avec des états émotionnels spécifiques basés sur des aspects négatifs comme la douleur, la peur ou la frustration, mais également cette capacité aussi à ressentir des émotions positives sur la joie, telles que la joie ou le plaisir.
Donc, ce qu'on peut dire de cette première partie, c'est que les processus cognitifs sont bien à la base des émotions, et les animaux de ferme ont bien des expériences subjectives. Ils peuvent apprendre, se souvenir, rechercher, anticiper, voire évaluer leur environnement selon un nombre de critères très élémentaires et qu'on peut retrouver sur les espèces qui nous intéressent. Ils sont moins affectés par des facteurs stressants quand ils peuvent les anticiper, voire les contrôler. Vous voyez, donc l'idée, c'est pas de supprimer forcément les événements négatifs, mais c'est plutôt de réfléchir sur la manière dont c'est présenté aux animaux. Dans la deuxième partie, c'est s'intéresser plutôt en fait, en quoi ces émotions qui sont déclenchées par des processus cognitifs peuvent en retour, en fait, modifier, biaiser ces processus d'évaluation. En reprenant donc ce qui a été démontré chez l'humain, on peut voir qu'en retour, un certain nombre de travaux en psychologie humaine ont montré que les émotions sont capables d'altérer ou de modifier ces processus évaluatifs, ces processus cognitifs. Et on va parler de biais d'attention, d'apprentissage, voire même de biais de mémoire et de jugement, représentés ici par ces deux petites illustrations. Hein. La courbe de Hebb qui est très connue à gauche, qui montre que, en fait, si on voit en abscisse le degré le niveau de stress auquel l'individu est soumis et en ordonnée donc ses performances dans un test cognitif, vous voyez que c'est pas linéaire et que il faut un minimum d'agitation en quelque sorte, d'éveil émotionnel pour atteindre des performances. Et avant ou après, finalement, les choses sont beaucoup plus perturbées. Et puis à droite, le symbole du verre, ici à moitié vide, à moitié plein, qui est souvent utilisé pour appréhender en fait la vision ou la représentation que l'individu peut avoir en fonction de son état mental. Hein. Certains vont dire oui, il est à moitié vide, d'autres vont dire non, il est à moitié plein. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle les biais de jugement. Alors, on a cherché à faire ça sur nos animaux et surtout on s'est intéressé à savoir si une accumulation d'émotions en fait à un moment donné pouvait modifier de manière plus persistante ces processus d'évaluation et entraîner des biais qui persistaient et qui permettaient de comprendre en fait l'instauration d'états mentaux particuliers chez l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici, une illustration de nouveau chez les ovins, c'est que, en fait, d'abord, il a été nécessaire de développer et de valider un modèle de stress modéré, basé sur des événements auxquels les animaux peuvent être soumis en situation d'élevage. Donc des événements basés sur ces critères élémentaires, donc désagréables, imprévisibles, incontrôlables. C'est par exemple la litière humide qui empêche l'animal de se reposer suffisamment. C'est au moment de la distribution, on laisse les cornadis fermés, donc l'animal ne peut pas accéder à l'aliment immédiatement. C'est des déplacements intempestifs comme ici dans le passage dans un pédiluve. C'est la lumière qui s'allume intempestivement la nuit, par exemple. Vous voyez, un certain nombre de choses auxquelles les animaux sont soumis, qui n'entraînent pas de réaction très violente, très forte de la part des animaux. Et ça, pendant 6 semaines. Donc, comportementalement, on ne voit pas forcément on ne distingue pas entre nos animaux élevés dans des conditions normales et d'autres élevés dans ces conditions de stress modéré. Ce qu'on a fait ensuite, on a soumis nos animaux à un test simple d'apprentissage discriminant. Là, il s'agissait d'associer la couleur du seau à la récompense, entre un seau jaune ici et un seau noir, donc en fonction de la couleur et de la forme, quel que soit, dans le labyrinthe en Y, quel que soit son emplacement. Donc, un test d'apprentissage très simple. Et ce qu'on a pu voir, c'est que nos animaux, donc issus du modèle de stress modéré ici, donc en gras, ont des performances d'acquisition moindres que les animaux témoins, en quelque sorte.
au cours des jours d'apprentissage. Et puis quand on fait un rappel, c'est-à-dire si on laisse les animaux tranquilles et on les remet en situation, on voit que nos animaux, en fait, traités avec ce stress, on va parler de stressés, modérés, finalement, ont une rétention, donc là aussi un biais dans la mémorisation de la performance qu'ils avaient déjà un peu moins bien apprise au préalable. Une autre illustration, c'est sur le biais de jugement, ici. En fait, il s'agissait d'entraîner au départ dans un test de go, no go, j'y vais, je n'y vais pas, donc à associer, à s'approcher du seau quand il était localisé dans un endroit, et plutôt à l'éviter, ici, par le fait que le seau est vide et qu'il y a un effet anxiogène juste à côté, pour faire en sorte que l'animal, après quelques séances, soit capable de discriminer. Vous voyez, cet animal, donc, au bout de quelques séances, finit par ne plus s'approcher du seau quand il est à gauche. Bon, bien sûr, pour montrer que éviter les questions de latéralité, c'est un autre exemple qui montre que cet agnelle, ici, a appris plutôt à s'approcher du seau quand il est à gauche, et là, il est en phase d'inhibition, en quelque sorte, de ne pas s'approcher du seau quand ce seau est à droite. Donc voilà, on a des performances, ici c'est le pourcentage d'approche du seau selon l'emplacement, donc tout va bien, les animaux très vite arrivent à discriminer. Et ensuite, donc, une partie de nos animaux a été soumis à ce process de stress modéré que j'ai expliqué tout à l'heure, donc cette fois-ci sur des agneaux plus jeunes, pendant 6 semaines, et on les a replacés ensuite dans ce test-là. On a vérifié qu'il n'y avait pas d'oubli. Tous les animaux, quel que soit leur parcours, ont bien maintenu cette discrimination. Mais ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a placé tout simplement le seau au milieu du dispositif, le verre à moitié vide, à moitié plein de tout à l'heure. Donc, situation un peu connue, mais pas complètement, donc situation ambiguë ici. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ces animaux soumis au parcours de stress modéré, eh bien, finalement s'expriment comme s'ils avaient une représentation négative de la situation, comme si le seau était vide et potentiellement anxiogène, enfin dangereux. Et on a parlé effectivement de développement d'un stress qui aurait permis la mise en place d'une représentation pessimiste, négative de la situation, qui permet de comprendre pour l'entretien en fait d'un état de mal-être, même si le milieu a changé, l'animal a toujours une représentation négative de ce milieu. Une autre illustration rapide pour montrer que ici sur des veaux après ébourgeonnage, donc avant ou après ébourgeonnage, donc une intervention jugée contraignante, stressante et douloureuse, et aussi contraignante et stressante pour l'éleveur. Eh bien, on voit que dans le même dispositif, les veaux qui viennent d'être ébourgeonnés ont, là encore, une représentation plus négative du milieu. Et puis cette dernière illustration qui montre aussi, et Alain Prochian l'a mentionné, cette notion de période critique, ou je dirais plutôt période sensible, plutôt ici dans le jeune âge, qui montre que, ici, dans cette expérience, l'animal n'a pas besoin d'être directement soumis à une situation stressante, mais on va plutôt passer par sa mère. Et ici, donc, on a exposé des brebis gestantes en dernier tiers de gestation, au même process donc, de stress modéré. Il n'y a pas de réaction violente, pas de risque au niveau du fœtus et de la portée du fœtus. Donc on l'a pu le confirmer. Pas de réponse particulière si on regarde au cours du temps les femelles gestantes. Mais on s'est intéressé aux agneaux qui ont été élevés dès la mise bas en allaitement artificiel pour qu'il n'y ait pas de communication, comme on le verra avec Céline Talley tout à l'heure, de communication particulière entre la mère et les agneaux.
Et puis à 3 mois d'âge, on les a entraînés dans ce test de discrimination, go, no go, et on les a placés. Donc vous voyez, pas d'effet particulier sur l'apprentissage, pas de biais d'apprentissage, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on observe ce biais d'évaluation, ce biais de jugement, puisque les animaux issus de mères stressées pendant la gestation, finalement, ont une difficulté à s'approcher du seau lorsqu'il est placé dans la situation ambiguë au milieu, qui dénote bien de cette représentation négative, plus négative que l'individu peut avoir de la situation par rapport aux agneaux témoins. En bref, donc, les émotions modifient la façon dont l'animal évalue son environnement. Et les biais sont plus ou moins persistants selon la période à laquelle l'expérience négative peut arriver. Ça peut même avoir des effets via donc la mère, et qui montre bien que il faut avoir une autre conception de l'évaluation, enfin du bien-être des animaux, en disant ok, assurer pour l'animal une bonne santé, un bon logement ou un niveau de production, c'est bien. On va parler de bien-traitance, mais ce n'est pas suffisant pour parler vraiment d'un état de bien-être des animaux, et qu'il est impératif de se soucier du ressenti émotionnel des animaux. Ce qui a amené en fait l'ANSES en 2018 à définir plus précisément et réactualiser la définition du bien-être, comme ça a été rappelé en introduction, que c'est un état mental, physique positif. Donc je m'arrête sur ce point-là, cet effet positif, pour dire qu'en fait la diminution ou l'absence d'expérience négative n'est plus suffisante pour s'assurer d'un niveau de bien-être acceptable des animaux, et qu'il faut se focaliser de plus en plus sur la possibilité d'offrir des conditions de vie qui vont induire des expériences émotionnelles positives, et on parle de plus en plus de positive welfare, de bien-être positif. En français c'est un peu troublant, et c'est pour ça que je vous présente ces 3 diapositives ici, pour vous montrer en fait comment réfléchir à terme sur l'amélioration des conditions de vie des animaux, en jouant sur l'apport d'événements qui sont en fait des besoins et des préférences pour les animaux, via les congénères. On va parler d'enrichissement social, l'enrichissement physique du milieu, et puis l'enrichissement cognitif du fait de la compréhension en fait des mécanismes cognitifs qui sont à la base du ressenti émotionnel des animaux. Alors, une illustration, à chaque fois, pour rappeler un peu l'enrichissement social. Alors ici, intraspécifique entre congénères, mais bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que l'enrichissement basé sur la relation avec l'humain est à voir dans ce cadre-là, notamment en jouant sur ces compétences sociales des animaux, de nos animaux grégaires, tous les animaux d'élevage, basés sur les liens d'affinité qui vont renforcer cette cohésion sociale et faciliter la tolérance des animaux. Pour une densité donnée, le fait d'avoir des animaux qui se connaissent depuis le jeune âge, qui n'ont pas été réallotés, eh bien, c'est une manière de diminuer la pression sociale des animaux. Et l'enrichissement physique, donc plus classique, c'est de pouvoir répondre aux besoins, on va dire, physiologiques. Ce n'est pas surprenant, mais aussi comportementaux. Le fait que l'animal puisse vraiment avoir des occupations d'enrichissement ici, comme très simple, par exemple sur les caprins, où on l'a aussi avec donc les outils qui sont de plus en plus développés depuis quelques années, notamment avec les brosses automatiques ici chez nos laitières. Et enfin, dernier, l'enrichissement cognitif, qui fait appel aux compétences, comme j'en mentionnais dans les 2 premières parties, et qui vont permettre à l'individu d'avoir une action sur son environnement et de prendre en compte l'efficacité de la façon dont l'animal peut ressentir et se représenter l'environnement, notamment avec 2 pistes ici, une
en jouant sur le fait que les animaux peuvent anticiper un événement positif comme une distribution alimentaire par un signal au préalable, eh bien, va déclencher des comportements d'anticipation positive associés donc à de la dopamine qu'on voit au niveau central. Donc de créer une période, un moment de positif chez les animaux, d'interaction donc non agressive. Et puis, pareil, peut-être des fois de surprendre les animaux dans le bon sens, c'est-à-dire que finalement, l'animal anticipe et s'attend à une quantité donnée, et parfois, en variant ou en augmentant, les choses vont être perçues comme étant une amélioration. Voilà, pour retenir, la nature sensible des animaux, sa reconnaissance est à la base de notre souci moral à l'égard des animaux. L'an prochain, ça va parler de devoir des humains et non pas de droit des animaux. Et son décryptage, j'espère brièvement vous avoir montré que on a des preuves de concept qui permettent de parler de point de vue de l'animal, que ces compétences cognitives sont vraiment à la base des émotions et des états de bien-être plus persistants, et que mieux comprendre les émotions positives des animaux, eh bien c'est important pour concilier le bien-être positif de ces animaux et d'accompagner aussi l'amélioration de la qualité de vie au travail des éleveurs. Et là, je fais juste un aparté avec l'approche One Welfare. Et puis, pour finaliser, donc, accompagner l'engagement de la Commission européenne pour un niveau plus élevé de bien-être, tel qu'elle l'a mentionné dernièrement dans le cadre de la révision de la réglementation sur le bien-être dans sa stratégie Farm to Fork. Voilà, je vous remercie de votre attention. Comme précédemment, on peut prendre le temps pour 2 ou 3 questions de compréhension sur l'exposé d'Alain. Reste là, Alain. Dans le fond, là-bas. Bonjour, merci pour cette excellente présentation. Milly Leblanc-Marie-Dor, j'avais une question par rapport au dernier exemple sur anticiper un événement positif avec signaler la distribution. Quelle est la différence du coup entre un vrai enrichissement cognitif versus le conditionnement comme on pouvait l'avoir avec le test de Pavlov? Les différences, c'est un processus qui vient compléter en fait la batterie d'amélioration, des possibilités d'amélioration. C'est facile à mettre en œuvre. Ça nécessite de la part de la personne d'avoir une certaine, je dirais, une certaine standardisation de la procédure de distribution. Bon, ça se fait, hein, des vaches qui entendent le tracteur démarrer le matin, c'est la distribution. Mais il suffit de jouer là-dessus. Et quand on regarde plus précisément, on voit bien que les interactions entre les individus sont pas les mêmes. Il y a vraiment des comportements de jeu ou d'interaction non agressifs qui s'opèrent entre les animaux pendant cette phase-là. Sauf qu'il faut vraiment s'assurer que le temps, d'un point de vue temporel, soit respecté. Parce qu'après, on peut vite, effectivement, chuter sur une notion de frustration de la part des animaux, si ça ne vient pas. Donc, on l'a vu chez j'ai une collègue en Norvège qui a travaillé sur les poules, et cette période, ce temps, en fait, ça se compte en quelques secondes chez la poule. Au bout de 9 secondes, si l'aliment ne vient pas, après le signal, eh bien, c'est un comportement très différent, et c'est du piquage entre les animaux. Donc c'est à manier, effectivement, avec modération. C'est bon. Pauline Venet, étudiante à l'Institut Agro. Je rejoins un peu cette question et je me demandais si le fait de leur apprendre à anticiper un événement, ça conduirait pas du coup à un conditionnement et qu'au final, ça stimule plus tant que ça l'animal une fois qu'il a compris la chose. Oui, c'est vrai que dans un conditionnement, c'est un modèle d'apprentissage, hein, le conditionnement. Donc il y a 2 phases. Il y a la procédure pour acquérir l'information, pour faire le lien entre 2 événements qui sont donc indépendants au départ. Donc là, il y a un travail, je dirais, mental, cognitif.
Mais après, c'est utilisé comme un outil, un moyen d'agir pour l'animal. Même si c'est pas lui qui peut définir à quel moment il va recevoir l'aliment, bien que dans les distributeurs automatiques, c'est bien basé là-dessus, hein, il est capable d'utiliser des événements qui n'ont pas forcément de sens pour nous extérieurs, pour faire en sorte que la situation soit plus confortable pour lui. C'est la possibilité d'anticiper. Simplement, c'est le moyen de contrôler, même si on n'a pas une action directe, mais le fait d'avoir des liens, de pouvoir faire des liens entre des événements dans l'environnement, c'est le moyen pour l'animal déjà d'avoir une certaine action sur son milieu. Il ne fait pas que subir, en fait. C'est ce que j'essayais de montrer. Il ne fait pas que réagir, mais il est capable d'être proactif et en fait de s'occuper par lui-même, si on lui en donne les moyens.